ces groupes-là dans l'analyse. Deuxième exemple, c'est Baaba Maal. Pourquoi Baaba Maal est un exemple intéressant? D'abord, avec Aziz Ndiaye en France, contiennent des titres de reggae. Et c'est très intéressant parce que cette période du reggae, ça coïncide au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, avec la période où on essaie de créer la musique sénégalaise. C'est-à-dire, on essaie de prendre des distances avec le rock, le jazz, la musique afro-cubaine pour créer ce qui va être le mbalax. On essaie de sortir des influences étrangères. Donc c'est pour ça que l'influence du reggae devient très compliquée. Est-ce qu'on peut adopter un mouvement universel qui est très fort en termes de message au même moment où on est en train de prendre cette distance avec tout ce qui est étrange? C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir dans l'analyse les autres qui négocient. Touré Kunda met en avant le djambadong, la musique mandingue, mais en même temps est dans le reggae. Baaba Maal veut promouvoir la musique pulaar, peul, etc. Mais il est en même temps dans un mouvement universel. Il sent des ressemblances entre ce courant universel qu'est le reggae et ce qu'il est en train de promouvoir, en termes de rythme et en termes de message. Et en termes de rapport au passé. Parce que les trois thèmes, c'est quoi? C'est esclavage, impérialisme, panafricanisme. Donc le lien est là. Comment négocier entre ces deux courants-là? Et l'autre particularité de Baaba Maal, c'est que c'est Chris Blackwell. C'est Chris Blackwell qui a vendu Bob Marley dans le monde entier, qui a fait ce qu'on appelait à l'époque la première star venue du tiers-monde. De la première superstar même, disait le journaliste. C'est Chris Blackwell. Et après avoir imposé cette musique dans le monde, Chris Blackwell s'est tourné vers l'Afrique. Donc le premier message, tournez vos yeux vers l'Afrique. Et il a cherché en Afrique, il a trouvé deux stars en Afrique à cette période-là, c'est Baaba Maal et Angélique Kidjo. Donc, et tous ces albums vont montrer ces deux dimensions, la tradition, musique du monde. Et le grand album qu'il va faire avec Baaba Maal, c'est Lam Toro, avec le titre Amadi Boaro, que Baaba Maal remixe en invitant un toasteur jamaïcain, Maccabi. Et après cela, il va travailler avec Luciano, Sisla, etc. etc. Voilà, donc il montre les sources, il explique un peu dans le film que j'ai fait sur le Yela, il théorise un peu la rencontre entre les deux. Troisième exemple, c'est Ismaël Lô, qui a moins utilisé que Baaba Maal et Touré Kunda le reggae, mais qu'il a utilisé dans son répertoire et surtout dans ses derniers albums. C'est les derniers albums d'Ismaël Lô, il en a fait très peu, enfin il a fait de façon très espacée, parce que le dernier album d'Ismaël Lô, mine de rien, c'est 2006, hein. Depuis presque 20 ans, il n'a pas fait d'album. Bon, il a une explication à ça. C'est Sénégal, dans lequel il y a un morceau de reggae. L'album précédent, en 2002, d'Abar, il y a du reggae. Dernier exemple, le plus récent, c'est Youssou N'Dour. Youssou N'Dour fait un album reggae en 2010. 2010, c'est quoi? C'est le prétexte historique, c'est les 50 ans des indépendances africaines. Il considère qu'il n'y a pas meilleure musique que le reggae pour marquer les 50 ans des indépendances africaines. Évidemment, l'autre prétexte, c'était le Festival mondial des arts reggae. Le premier, c'est les 50 ans. Alors, c'est un album très intéressant. Il commence par un hommage, 15 titres, il commence par un hommage à Bob Marley, qui est une composition nouvelle, je pense. Et le dernier titre, c'est Redemption Song. C'est considéré par les historiens du reggae comme le dernier morceau de Bob Marley. Pourquoi? Parce que c'est le dernier morceau sur le dernier album, Uprising. Donc c'est avec ça qu'il ferme l'album. Un album qui n'a pas eu le retentissement espéré, malgré la dimension de Youssou N'Dour et la dimension du reggae. Il y a des peut-être les spécialistes vont se prononcer dessus. Les puristes, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le projet, mais il semble que ce que les autres ont réussi avec le reggae africain, entre guillemets, c'est ce qu'il n'a pas réussi et que le Sénégal en général n'a pas réussi, c'est d'imposer un reggae qui est à la fois universel mais qui porte la touche du Sénégal. Parce que cet album-là, bien que c'est un album de reprise de morceaux de Youssou N'Dour pour la plupart, les critiques ont dit qu'il y a des Sénégalais dans l'album que la voix du chanteur. Bon, album arrangé par Tyrone Downey, enregistré pour l'essentiel à Tufgo, n'est-ce pas? Avec des invités comme Moutabarouka, le groupe qui était basé à Modern Heritage, entre autres. Et ça pose la question fondamentale justement de la touche, qui me permet de conclure.
Parce que le reggae a été classé en 2018 comme faisant partie de la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. 2018. La liste du patrimoine culturel immatériel a été créée pour sauvegarder et promouvoir des expressions culturelles importantes. Le Sénégal a sur cette liste-là le Kankourang, le Khoy et puis le fameux Tchéboudian. C'est-à-dire que pour l'essentiel, c'est des expressions culturelles qui ont une certaine durée, qu'il faut sauver, qu'il faut promouvoir, qu'il faut partager. Le reggae, c'est un exemple particulier. Le reggae a à peine 50 ans, n'est-ce pas? Comment ça peut devenir un patrimoine universel? Le reggae n'est pas à promouvoir, le reggae n'est pas à préserver. Alors que généralement, c'est pour la préservation ou pour la promotion. Ici, c'est que le reggae a atteint un certain niveau d'universalité et d'impact qu'il est en fait consacré. C'est nouveau, n'est-ce pas? Et cette universalité-là, l'Afrique y a participé forcément, par sa touche. Le Sénégal y a participé forcément. Mais le paradoxe du Sénégal, c'est quoi? Autant le reggae existe, autant il fait l'objet d'une appropriation, autant il n'a jamais pu être au devant de la scène. On a eu des tubes de reggae, on a eu même des artistes reggae, même si pour la plupart, ceux qui ont véritablement marqué la scène souvent ont été de l'étranger. Je pense à Adioa, je pense à Nyomi Kabi, on vient de parler de Meta. Donc il y a cette double réalité. Présence réelle du reggae, respect même dû au reggae, mais difficulté d'avoir le reggae au niveau que peut lui conférer son véritable impact et son importance. Pour moi, c'est un peu cette sorte de paradoxe ou cet entre-deux peut-être qu'il faut analyser, n'est-ce pas? Entre cette force, mais également entre cette place très, très mesurée. Entre cette permanence, mais également entre cette impossibilité d'exploser et d'avoir une star. J'ai exploité une interview de Amala où il disait que nous attendons toujours notre Alpha Blondy. Donc le Sénégal n'a pas eu toujours son Alpha Blondy. Et je rappelle entre parenthèses que la première sortie internationale de Alpha Blondy, on en a parlé il y a 1 an, 2 ans, c'est Dakar. La première scène internationale de Alpha Blondy, quand il a fait Brigadier Savary en 82, repris en 83. D'abord, son producteur est sénégalais, si on peut considérer Silar comme sénégalais. Son producteur international, celui qui a fait son disque, c'est Silar. Et ensuite, sa première sortie, c'est ici, avril 1984. Pour dire comme terre du reggae, comme terre d'appropriation, mais qui n'a pas encore produit les albums et les artistes à la dimension de la place qu'occupe le reggae dans la vie et sur la scène artistique. Voilà donc ce que je voulais dire en guise d'introduction. Oui, Massar. Iba Gaye Massar mi ngi leen di nuyu. Bonjour à tous. Love barki Sëñ Tuubaa. Iba Gaye Massar certes, mais aussi Indi Bokk And. Voilà. Parce que Indi Bokk And, c'est vraiment le I, c'est Indi, le B, c'est Bokk, And, c'est Iba. Voilà, donc, pensée androgène et panafricanisme, je commence par moi-même. Loi am na indi ñu bokk ko après ñun ñooy ànd. Remerciement à, comme d'habitude, les gens disent DG, directeur général, Serigne Fall Gueye, Serigne Gueye Fall. Me no know, you know, mon mini, c'est Black, chanteur de Neighbors, avec son compère Ibson. Ils ont fait les beaux jours du reggae au Sénégal au début des années 2000. Et à un certain moment, pour des besoins d'études, etc., ak ñemeetul xosal bi bu baax quoi, xam nga règlement yi. Mais il l'est toujours. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux panélistes. Aliou Diop, c'est l'un des premiers journalistes à avoir vraiment fait des documentaires écrits sur le reggae au Sénégal. Avec Adissam, ils ont édité pendant des mois un journal qui s'appelait Star. Après émission à la télé, et donc depuis des années, quand on s'appelle Allo Rastafari, Monika Mambambo Moji Aïe,
histoire d'endogène. C'est le moment de le dire. Donc le reggae qui est né dans les années 60, avec l'influence de beaucoup d'autres musiques, notamment ce rocksteady, ska, calypso, mento, etc., etc. Comme c'est un conglomérat de beaucoup de rythmes, c'est devenu vraiment reggae lorsque les Éthiopiens sont revenus d'Éthiopie. Haïlé Sélassié. Et c'est là que les règlements, nombre d'entre eux sont devenus des rastas. Mais là, le reggae est devenu une musique qui, malgré toutes ces, je dirais pas divergences, mais ces apports, parce qu'il y a l'existence du reggae jamaïcain local, subit des influences par l'appropriation. Parce que le reggae dit One God, One Aim, One Destiny, un peuple, un but, une foi, on peut les traduire comme ça. Et c'est ce qui fait que les Africains se sont rapidement appropriés de cette musique et de son message. Son message chargé d'essence divine. Guillemets au niveau de l'Afrique qui épouse le rastafarisme, moi je préfère Rastafari, dans la mesure où notre société, ou nos sociétés africaines, ont toujours été des sociétés extrêmement croyantes. Le monothéisme est né ci ñun, One God. Donc pendant des siècles éduqués dans ça, une barrière se forme ou un bouclier, ne serait-ce que pour la préservation de sa connaissance et cette envie ou de se sentir dans une société et d'être le relais de cette société. Puisque la langue pour le Sénégal qui est problème, il parle, je ne dirais pas anglais, mais un patois jamaïcain que beaucoup ne comprennent pas, d'où des fois le message passe au-dessus de la tête. Les gens sont beaucoup plus dans la musique que dans le message porté par les précurseurs. Mais l'intérêt, c'est que ce message, il est ancré dans la défense de l'homme, dans l'atteinte de ses buts que veut atteindre l'homme qui se dit vouloir se parfaire, non à l'oppression, oui à la liberté. Le problème de l'endogénéité, vivre avec ce que l'on a, avec aussi bien d'un point de vue matériel, d'un point de vue environnemental, mais aussi avec ceux, C-E-U-X, les gens avec qui nous partageons la société. C'est ce qui a fait aussi la force du reggae, qui a été très rapidement gobé par l'ensemble des communautés mondiales. Parce que nous avons beaucoup de liberté. Nous avons non à l'oppression. Si maintenant basé sur des histoires, c'est vraiment du cannibalisme tant intellectuel, économique, notamment ce que l'on appelle l'esclavage. L'esclavage n'a pas commencé avec nous les Blacks, tout va venir du Midjaï. Comme marchandise, ça a commencé des milliers d'années avant, donc dans l'esprit de l'homme. Et nous avons été l'une des dernières victimes internationalement connues, reconnues, etc. Et lutter contre ça, c'était un signe aussi de liberté pour tous les peuples. C'est comme ça que les gens se sont appropriés du reggae. Le développement endogène, parce que le titre là que vous avez choisi pour en faire un thème est extrêmement important. Reggae, vecteur de pensée endogène et de panafricanisme. Vecteur, donc un moyen, une voie, l'ensemble de connaissances, d'être ensemble, pour impulser ce développement endogène qui, même au-delà du reggae,
Si nous prenons l'exemple de nos héros, comme disait Marley, how long shall they kill our prophets? Pendant combien de temps on va nous enlever nos modèles, nos points de repère par différents systèmes où je ne dirais pas qu'on est victime, mais on est en plein dedans dans ce tourbillon. Et des fois, nous n'avons même pas le temps de, comme on dit, freiner, réfléchir, essayer de voir. Si je prends l'exemple de Serigne Fallou, qui lui l'a puisé de son illustre père, comme on dit, mais Serigne bi, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, il disait que ku jël say pepp yi ngay dunde nga dénkaane ka wala nga tayle ka kooku nga ko jox bis bu téye loxoom yow di nga fande maanaam doo reer mbaa nga dëññee maanaam doo añ. Donc développement endogène boobu noonu, ce développement endogène peut être vu sous tous les angles de la vie. Tous les angles de la vie. Colin, manière de lekk, architecture, la manière de construire notre société, le contenu que l'on met dans ce qu'ils disent éducation. C'est vraiment dommage que l'on parle d'éducation nationale. Excusez-moi, hein, on est dans la politique, c'est né bien avant nous. Éducation nationale. On prend l'éducation et on la confie à quelque chose qui, en fait, je ne dirais pas est immatériel, mais vraiment n'existe pas parce que c'est changeant. C'est là que, dans le reggae, on voit comment on pointe du doigt. Moi, je ne parlerai pas d'africanisme. À l'une, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve sur des conférences ou des trucs comme ça. Moi, lorsque l'on dit africanisme, ce n'est pas parce que le reggae dit fight against ism and schism. Ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que si on considère l'africanisme comme des mouvements, des intentions, des stratégies, pour que nous, Africains, nous soyons ensemble dans la construction, oui à l'africanisme. Mais moi, je dirais plutôt l'africanité. Africanisme, oui, mais si on parle d'africanisme culturel, étant donné que le reggae a permis aussi aux gens de se sentir beaucoup plus dans leur culture, d'être eux-mêmes, on doit aussi pouvoir véhiculer ce sens de l'africanité. Quels sont, nous qui partageons l'Afrique, les différentes colors, différents people, mais pas de tribal war, pas de guerre entre nous, mais ensemble, comment, au lieu du donner et du recevoir, comment se retrouver là-bas et que chacun puisse apporter sa pierre à la construction en disant voilà nous Sénégalais ce que nous avons. Maintenant, le Toubab dit Djeboujen. Je ferai une petite anecdote d'1 minute qui est bien avant quelques secondes. Donc moi je parlerai d'africanité. Vecteur endogène, Baïsaoué ou Tank, mais ne pas être des râteaux. Parce que le râteau il va prendre et il emmène. Mais il ne t'énerve pas. Il ne cultive pas, c'est pas hilaire, donc il savait autant que d'avancer. Donc développement endogène. Et ensemble, on ira avec l'africanité, sous différentes formes que nous partageons, nous irons vers ce panafricanisme qui sera aussi bien culturel, politique, juridique, les nouveaux trucs qu'il y a dans le monde. On ne peut pas faire marche arrière, on n'arrête pas la mer avec ses bras. Mais quelle est l'appropriation pour que nous puissions aller vers ça? C'est pour ça que, excusez-moi, on dit France dégage, ou bien non à la France. Ça date d'avant le nouveau régime. Pablo Blondin, etc., etc. Beaucoup de gens ont dit non, et avant eux, des grands-pères, Nyom Ladjor, etc., Nyom Selitoua. Donc ce non au lavage de notre cerveau,
enlever nos points de repère. Donc nous devons, surtout vous, intellectuels et médias, participer à la déconstruction de la colonisation, la déconstruction de ce que l'on dit que nous sommes culturels. Non, il y a beaucoup de choses qu'on a mises de côté. Un exemple, le Thiéboudjoun dont vient de parler le professeur Wan, maintenant à l'UNESCO. Mais quand on dit Thiéboudjoun, le premier réflexe c'est de lui donner un nom quand même, ici au Sénégal. Comment on appelle ça? Thiéboudjoun? Ah. Qui est Penda Mbaye? La précurseur. C'est une dame qui habite à Saint-Louis. C'est une dame qui habite à Saint-Louis. Je suis tombé de papa, de maman, de grand-père, de tout. C'est une femme qui vivait dans le Waalo. C'est après qu'elle est venue à Saint-Louis. Elle vivait dans le Waalo du côté de Richard Toll et fédère, ex-gouverneur comme. Lors d'une tournée, les gens lui ont préparé Thiéboudjoun, mais c'est Penda Mbaye qui était la meilleure cuisinière qui région du Fofu non. Penda Mbaye fait lui à manger. Elle lui a fait un Thiéboudjoun ou comme nous on dit, dafa lekk ba yuut fédère. Il rentre à Saint-Louis, on lui dit mais ceeb bi neex na quoi, c'était très bon, il a vachement apprécié. Les gars ont dit pour lui faire plaisir, on va lui faire un Thiéboudjoun à la gouvernance. On lui dit aujourd'hui on a fait du Thiéboudjoun. Il dit ah Thiéboudjoun comme Penda Mbaye. Thiéboudjoun à la Penda Mbaye. C'est comme ça que c'est devenu Thiéboudjoun Penda Mbaye. Historiquement, l'apport, c'est là qu'on doit faire attention, comme disait Senghor, ouvrir la porte, mais pour nous, sortir, mais ouvrir la fenêtre pour recevoir ce qui vient de l'extérieur. Et nous avons à revisiter l'histoire, parce que aussi, le reggae dit endogène. Je pense qu'au Sénégal, nous avons assez d'exemples. Quand je dis assez, d'Oudoïmouk, tout en prenant ce qui est à l'extérieur, où des préceptes et des concepts ont été édictés par nos propres grands-pères dans ce pays pour la construction sociale de nos peuples. Notamment Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui te parle de panafricanisme. Le matériel, tout dit, oui, mais spiritualité. Pour mon avoir le paradis ici et le paradis là-bas, parce que le reggae est aussi très spirituel. Donc les gars, je ne vais pas compter depuis les mi-80, quand je suis rentré, c'est eux qui ont permis aussi l'existence de tous ces chanteurs-là. Parce que nous sommes reggae, c'est nous reggae connection. Fagassou Band, qui a joué avec vous tous, Fagassou Band. Et jusqu'à présent, on continue. Et c'est ça, c'est problématique. Pour pouvoir vivre, il ne faut pas leur en vouloir. Si tu veux vivre de ta musique, actuellement, le reggae ne le permet pas. Et c'est à nous de développer cet écosystème. La connaissance, maintenant, je termine avec ça. On parle de vecteurs de pensée endogène. Les artistes de reggae, les promoteurs, ne sont pas calés ou ne sont pas dans l'information, la sensibilisation et la connaissance pour être vraiment des économistes ou des gens qui sont dans l'économie culturelle. Si nous parlons de droit d'auteur, droit voisin, société de gestion collective, qui sont des outils tant intellectuels que outils matériels pour que nous puissions nous mettre au diapason mondial, le reggae est en reste. Je suis membre du conseil d'administration et je sais un peu ce que rapporte le reggae. On lance souvent des pierres à la SODAV, mais les 90% des fautes proviennent des artistes qui ne sont pas en règle, qui ne remplissent pas les fiches jaunes, qui ne déclarent pas leur œuvre pour que cette œuvre soit gérée, ou qui, avec la situation actuelle du Sénégal où la copie privée n'est pas encore mise en œuvre,
il y a des problèmes d'endogénéité et de panafricanisme dans ça. C'est comme ça que moi j'ai fait beaucoup de pays pour qu'au niveau de tous les pays nous puissions être sur la même longueur d'onde pour déjà le reggae en lui-même. Man dama bari wax te sen bop. Voilà, ça se voit que vous êtes en mal, dans un manqué. La prochaine fois que vous allez tâter sen bop. Midi moy bop non? Merci. Doucouré, le promoteur de reggae, présentateur d'émissions radiophoniques sur la RTS, Radio Sénégal International et sur Dakar FM. Merci Iva. Merci à tous et à toutes. Je commencerai par dire merci à mes co-panélistes, professeur Wan, Ibagaï Massar, Alioune Diop, voilà. Et dans la même lancée, féliciter et remercier le Grand Théâtre qui a pris cette très belle initiative. Et si on sait que l'actuel directeur général du Grand Théâtre qui est ici présent avec nous, il n'a fait que ce qu'il doit faire parce que lui-même étant un membre du reggae, quelqu'un l'a rappelé tout de suite, membre fondateur de The Neighbors, un très bon groupe, je les écoute très souvent à la maison. Vous pourrez entrer dans YouTube, chercher Neighbors, de très très bons morceaux. Donc, je suis doublement fier d'être là ce soir pour deux raisons principalement, lui le sait, étant un co-mélomane de reggae, mais aussi, si je le dis en wolof, rak la siman, mais dom la siman tamit papa la siman parce que moom xam na magu papam bi mu bokkal ndey ak baay dama bokk ak moom kër Gédo, il était là-bas tous les jours, donc c'est très important. Sira qui est chargé de la communication suma jarbaat la monsieur Wan mu doon wax Touré Kunda xam naa am na luy daw ci dereeru Sira. Sira peut-être xam ngeen ko, elle fait partie de la famille de Touré Kunda dafa bokk ci njaboot bi dama leen xam famille bi donc c'est une très belle rencontre public bi voilà. Légui, pour venir au thème principal de la rencontre d'aujourd'hui, le reggae. Bon, le reggae en tant que tel, on peut symboliser par une pyramide. Pyramide d'Égypte, pyramide d'Éthiopie, avec 3 pierres angulaires. Une pyramide, c'est Haïlé Selassie, empereur d'Éthiopie, communément appelé Rastafari Makonnen. La deuxième pierre, c'est Marcus Mosiah Garvey. Et la troisième et dernière pierre, c'est Robert Bob Marley. Chacune de ces pierres a sa valeur et sa signification. Ce sont ces 3 pierres qui ont servi de locomotive au reggae et au rasta. Attention, il faut faire une nuance entre reggae music et Rastafari movement. C'est 2 entités différentes à leur création, mais ces 2 entités sont fondamentalement inséparables. Le reggae n'aurait jamais eu son importance qu'il a eu aujourd'hui s'il s'était jamais allié à la doctrine Rastafari. J'en veux pour preuve. Les premières stars du reggae jamaïcain, pour ne citer que quelques noms, Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Johnny Nash, ils se sont jamais affirmés comme Rastafariens. À l'époque, moi j'étais jeune, comme tout le monde, on écoutait le reggae dans les radios internationales, mais on ne disait jamais musique reggae en tant que telle. C'était une musique universelle à côté de Otis Redding, à côté de Manu Dibango, etc.
Le reggae a eu son identité et sa toute-puissance quand il s'est allié à la doctrine Rastafari. Et cette doctrine est née en 1930, M. Wan l'a rappelé, suite au couronnement de Haïlé Sélassié, 2 novembre 1930, comme 225e descendant de la lignée de Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de Marcus Garvey, jamaïcain, bontain, qui est né à Kingston, qui travaillait dans les imprimeries, mais très bouillant. On l'a renvoyé de l'imprimerie. Il a dit, c'est toute une opportunité pour moi de me mettre au service de ma race, la race noire. Il va créer son association du nom de UNIA, Universal Negro Improvement Association, en 1914. Quand la Première Guerre mondiale venait d'éclater. Qu'est-ce que voulait Marcus Garvey? Quand il a été licencié de son lieu de travail, il a eu la liberté de mouvement, il a voyagé dans les Caraïbes d'abord, tous les pays qui entourent la Jamaïque. Il a fait l'Amérique du Sud, il a fait l'Amérique du Nord, presque tout le continent américain. Au terme de ce périple, le seul constat qui s'est imposé à lui, il a dit, les Noirs sont dans une situation catastrophique, au bas de l'échelle. Et le boulot de Marcus Garvey, c'était de remédier à cette injustice. Alors, il va prendre 2 positions. Il a dit, il y a 2 vecteurs. Les oppresseurs qui nous ont fait passer esclavage, colonisation, mais aussi mes propres frères et noirs qui ont accepté cet état de fait. Et Bob Marley, plus tard, va renforcer cette doctrine de Marcus Garvey quand il dit « Emancipate yourself from mental slavery ». Parce que c'est vrai, on n'est pas esclave depuis 1840, abolition de l'esclavage. Quand Bob Marley dit encore « No chain around my feet, but I'm not free ». Pas de chaîne autour de mes pieds, mais je ne suis pas libre. Le débat est très long et très profond. Mais Marcus Garvey va réussir un coup que nul autre nègre n'a réussi à l'époque, au début du XXe siècle. C'est la mise en place de l'Universal Negro Improvement Association, qui, dit-on, en un laps de temps, a su réunifier plus de 6 millions de membres et de sympathisants. Jusqu'à Rufisque, il y avait des membres de l'association de Marcus Garvey. Et pour la petite histoire, le père de Malcolm X était dedans, l'oncle de Louis Farrakhan était dedans. Tous ces Noirs américains qui ont créé le Black Panthers, Black Muslims, leurs parents étaient des compagnons de Marcus Garvey. Pour vous dire qu'il a mis devant la scène universelle le combat que les Noirs devraient faire. Parce que, n'oublions pas souvent, le Noir a été victime de domination venant de 2 côtés, l'Est et l'Ouest. L'Est, c'est les Arabes, l'Ouest, c'est les Occidentaux. L'un ou l'autre, ils ont traumatisé le Noir. Moi, je le dis, nous avons un problème fondamental avec les conceptions religieuses. Moi, je suis dans aucune religion, même si mon nom est le nom d'un grand érudit, parce que les Africains sont limités, dominés, exploités. Je le disais un jour, j'ai dit, regardez un problème avec les arachides. Si le génie sénégalais disait, ah oui, Serigne Touba, gerte kemb la don dogué, weeru koor, on n'aurait plus de problème d'achat de gerte kemb. Parce que nous sommes esclaves dans la tête. Il faut nous libérer. Bref, c'est le rôle de Marcus Garvey. Son association UNIA a eu autant de succès, mais Garvey avait créé parallèlement une compagnie maritime, Black Star Liner, qui devait faciliter la liaison entre les Noirs et prouver au monde aussi que les Noirs ne sont pas destinés seulement à balayer les grandes rues de Bruxelles, de Paris, qu'ils pouvaient être des hommes d'affaires. Et il l'a prouvé. Il avait créé toute une chaîne de restaurants, de taxis, de boulangeries, de linge. Vraiment un génie économique, Marcus Garvey. Et tu sais comment il a fait?
Il a dit chaque membre de Black Star Liner ou de Union verse $5 comme actionnaire. Et il a amassé autant d'argent. Bref, il va avoir des difficultés parce que le gouvernement central américain avait senti une menace de Marcus Garvey parce que les Noirs avaient commencé à s'éveiller. Ils ont dit ce monsieur c'est un danger. Ils ont tout fait pour l'arrêter, condamné 5 ans d'emprisonnement. Le jour de son procès, il a refusé tout avocat. Il dit, Mina want your liar. Je vais me défendre tout seul. Il a dit, si vous pensez que les Indiens ont le droit de sauvegarder leur culture, si vous pensez que les Chinois ont le droit de sauvegarder leur culture, si les Indiens, les Chinois ont regardé Dieu avec leurs lunettes, pourquoi nous autres Africains, on n'aurait pas le droit de regarder Dieu avec nos lunettes noires? Si vous trouvez que je suis coupable, foutez-moi le nombre d'années que vous voulez. Mais si je suis libre, laissez-moi rentrer chez moi. Les gens sont pleurés le jour de son procès. Bref, il a fait 3 ans et on l'a libéré, mais on lui dit, on t'expulse, tu rentres chez toi. C'est ainsi qu'il a embarqué dans un bateau pour revenir chez lui en Jamaïque, mais le mal était déjà fait. Il y avait des dizaines de milliers de sympathisants qui avaient déjà perçu le message de Marcus Garvey. À l'époque, on les appelait The Black Disciples. On dit 30 000, 40 000 qui sont venus l'accueillir au port. C'est ce jour-là qu'il a fait ce discours dont le professeur Wan revenait tout à l'heure. Tournez-vous vers l'Afrique. Un roi noir sera bientôt couronné car l'heure de la délivrance est proche. 1927, 28, 29, 30, 2 novembre, Haïlé Sélassié est couronné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Black Disciples? Ils ont ouvert la Bible. Ils ont lu quelques passages où on leur dit Jésus va revenir avec une couronne en or sur sa tête. Ils ont regardé Haïlé Sélassié, ils ont vu l'image de Jésus, ils ont vu la couronne d'or. Ils disent This is God himself. Voilà Dieu, celui que nous attendons. C'est là qu'est parti le mouvement Rastafari. Bob Marley, il a été le haut-parleur de la doctrine de Marcus Garvey. Parce que la différence avec des intellectuels comme Cheikh Anta, c'était des messages destinés à des cultivés, des intellos. Cheikh Anta est un rastaman, je vous le promets. C'est un pur rastaman. Sauf que son message était très élevé. Et c'est Bob Marley qui a abaissé le niveau de Cheikh Anta et de Marcus Garvey en chantant le reggae. Il a été un catalyseur. C'est un produit de métis. Il dit I'm a half caste. Papa blanc, maman noire. Mais je ne suis ni du côté des blancs, ni du côté des noirs. Je suis du côté de Dieu. Et son message est clair. Get up, stand up. Fight for your right. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Il a mis le message de Marcus Garvey, de Cheikh Anta dans la rue, à la disposition de tout le monde. C'est ainsi que le reggae s'est emparé d'abord des Caraïbes, de l'Amérique et de l'Europe. Parce qu'avant l'arrivée du Rasta, c'est vrai, il y avait beaucoup d'expatriés aux États-Unis, en Amérique, en France, mais ils étaient un peu dominés parce qu'on leur faisait croire, allez foutre le camp, vous n'avez même pas créé d'aiguille, vous ne êtes rien. Mais quand Bob Marley est venu, il leur a dit, c'est pas vrai, nous avons la plus belle histoire du monde. Il leur a parlé du roi Salomon, de la reine Makeda, les anciens royaumes de l'Afrique. Et lui-même qui a fait qu'il est très élégant. C'est pourquoi on le dit, c'est la réincarnation de Joseph. Il ne laissait personne indifférent. Et les dreadlocks à Bruxelles, à Paris, ont commencé à sigui, comme on dit en Wolof, à se sentir fiers. Jusqu'ici à Dakar. Pour ne pas être trop long, l'impact de ce combat de Garvey, de Bob Marley, c'est les premiers présidents qui ont amené le continent africain à l'indépendance. Je vais vous citer quelques 2 à 3 noms. Le premier, c'est Kwame Nkrumah. Parce que seul l'Égypte avait son indépendance avant le Ghana en 1957. Quand Ghana a accédé à l'indépendance, Kwame Nkrumah a dit si les autres pays africains ne sont jamais indépendants, notre indépendance n'aurait jamais de sens. Il a essayé à se battre. Mais qu'est-ce qui a façonné Nkrumah? Il a écrit dans un livre autobiographique, il a dit,
En tant qu'étudiant, j'ai lu beaucoup d'intellectuels, beaucoup de penseurs, Karl Marx, Lénine, etc. Il dit, mais le livre qui a ouvert mes yeux, c'est Philosophie et opinion de Marcus Garvey. Après avoir lu ce livre, je suis prêt à sacrifier ma vie pour libérer mon peuple. Donc, Nkrumah, c'est la réincarnation de Garvey. C'est pourquoi Black Star Line, l'équipe nationale du Ghana, Vert Jaune, tout ça, c'est Marcus Garvey. Et c'est ce même Garvey qui va influencer les Jomo Kenyatta, les Julius Nyerere. Julius Nyerere, ils avaient même créé une université panafricaniste pour enseigner les doctrines de Georges Padmou, de Garvey, etc., etc. Et le dernier, c'est Thomas Sankara. Je vous le jure, quand je regarde un documentaire sur Thomas Sankara, j'ai des larmes aux yeux. Thomas Sankara, c'est la copie conforme de Marcus Garvey, je vous le jure. Il n'est ni religieux, il est équidistant de toutes les religions, il est très positif. Je vous donne un seul exemple. Même en matière de musique, tous les orchestres qui jouent au Burkina à l'époque, il y avait une loi qui était mise en place par le ministère de la Culture. Tu viens avec, en tant que chanteur, peut-être quelqu'un qui est indispensable. Mais ce sont les musiciens burkinabés qui jouent pour toi. Il y a 2 mois, Youssou m'a invité à dîner chez lui. Et on était en train de discuter. On a parlé de Nkrumah et de Sankara. Je lui ai dit, oui, mais les Burkinabés sont vraiment très souverains. Il me dit, attends. Il m'a dit, moi j'ai joué au Burkina. Mais on m'a dit que ce sont les musiciens burkinabés qui vont jouer pour moi. J'ai dit, ah, j'ai lu ça quelque part. Il me dit, c'est la vérité. Sankara a dit, les boîtes de nuit, je ne vais pas les fermer. Mais ça n'apporte rien à la main-d'œuvre burkinabé. Ce qu'on va faire, on va créer des orchestres villageois. Comme ça, si c'est 6, 7, 8, 12 musiciens qui jouent, même si on a 1000 francs, on se le partage. Il est trop pertinent, Thomas Sankara. Et on m'a dit que c'est un inconditionnel de Bob Marley et de Jimmy Cliff. On m'a dit ça. Il joue à la guitare comme c'est pas possible. Bref, pour ne pas être trop long, nous autres Africains, la révolution n'a même pas commencé. Je vous le jure. Tant qu'on sera dans ce qu'on appelle politiquement correct avec le monde international, on n'ira nulle part. Je le dis, je le répète, toutes les formes religieuses, toutes les formes civilisationnelles ne sont rien d'autre que de l'emprise économique et financière. Et ça, les gens sont peur de le dire. Je reviens toujours, regarde, bientôt le mois de Ramadan. D'où viennent tous ces tonnes de tandama? De la Tunisie, du Maroc, de Libye, je ne sais pas quoi. Il y a trop de gadgets dans nos civilisations. Trop de gadgets, de bling-bling. Vous savez, Dieu, God is unique. Dieu est unique. Dieu comprend toutes les langues. Tu te tournes vers l'Est, l'Ouest, le Nord, tu pries. Dieu est là-bas. Ils nous ont bernés, hein? Un ami à moi m'a envoyé un message l'autre jour. Il m'a dit, regarde-moi cette vidéo. Je regarde la vidéo. C'était au Congo, Léopoldville. Le prêtre qui réunit, l'ambassadeur qui réunit les prêtres et machin, il leur dit, attention, votre mission c'est de propager la religion christianisme. Mais vous savez sur quoi vous allez vous accentuer. Faites-leur comprendre que celui qui souffre, c'est celui-là qui ira au paradis. Alors, et ils vont s'accaparer de toute la richesse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Les partis qui anéantissent l'énergie de l'homme noir, ce sont ces partis qu'ils ont enseignés à l'homme noir. Quand Jomo Kenyatta disait, ils sont arrivés chez nous, ils nous ont demandé de prier. En priant, il faut fermer les yeux. On a fermé les yeux, après la prière, on s'est réveillé, ils se sont accaparés de toutes nos terres. Les mecs à sleeping man, ils nous font dormir ces gars-là. Bref, beaucoup de choses sont tang. Mieux me le confie. Affaire Sarakolela, affaire Rastaman. Intervention, c'est complémentaire. Nous beaucoup connect paragraphe. Tout à l'heure, nous avons donné la parole à Alassane Bey pour présenter justement cet ouvrage. Si, en tant que modérateur, je peux un peu ajouter pour parler de ce que Ibrahim Ouane disait sur le reggae au Sénégal qui peine à décoller quand même. C'est un sérieux problème. On a eu de bons groupes
et on continue d'avoir de bons groupes. Je crois que récemment, ce que nous vivons, je n'ose pas l'appeler tendance, mais beaucoup quittent la scène rap pour aller vers le reggae. Certains, je vais dire peut-être, ce n'est pas une tendance forte, mais c'est une réalité. Ce soleil est dans la salle, continue de propager le reggae, et d'autres qui sont là. Je disais qu'on a eu des bons groupes, mais qui ont, à force d'attendre, on finit par baisser les bras. Amanla n'a eu qu'un seul album, Tchekatawa. Safarabi n'a eu qu'un seul album, Safarabi. Ara n'a pas eu d'album. Djamtiala a eu 2 albums. Finalement, tous ces groupes se sont séparés. Ils sont partis. Certains ont totalement quitté le reggae. Le cas de l'ARN, le clavier de Safarabi. Donc, c'est vrai, à l'extérieur, on va le conjuguer au passé, Nyomin Kabi et Adjoa. Max Dilik est toujours là, c'est vrai, mais quand même pas de sortie d'album. Suleiman Sarr est décédé. Ndiaga Diop Biwan Africa est toujours là aussi. Jean-Louis Cham est à Marseille. Louis-Jean Cham aussi est là. Donc il y a certains qui se battent. Méta. Mais il faut aussi appuyer le reggae en termes médias. Jusque-là, le reggae est un ghetto dans les programmes radiophoniques et télévisuels. Un jour pour le reggae, le week-end. Alors on n'a pas suffisamment de temps d'antenne pour faire la promotion du reggae. 1 heure de temps hebdomadaire. Donc on a fait du reggae un ghetto dans les programmes radiophoniques et télévisuels. La télé, pratiquement, il y en a peu, peut-être l'anniversaire de la disparition de Bob Marley. Et puis, des festivals de reggae, c'est pourquoi on remercie le directeur général du Grand Théâtre pour cette idée, Terang Reggae Festival. Je le disais à votre équipe, c'est un lancement. Inch'Allah, on va appuyer pour que ce soit pérennisé. Amala a essayé avec des amis à Douta Sec un lancement, c'était difficile par la suite. Dadi Maki a essayé avec Reggae Jolof Reggae Festival ou Reggae Jolof Festival. Il a du mal à décoller. Ras Naron est là. Voilà, justement. Pendant ce temps, dans certains pays aussi limitrophes, les gens se battent. À Abidjan, il y a Abi Reggae. C'est vrai que depuis quelques années, ce n'est pas organisé. Alpha Blondy avait tenté aussi une édition. Il a arrêté. Tikendia a lancé en 2022 un festival, African Reggae Festival. À Ouagadougou, il y a le Reggae City, festival annuel. À Koudougou, il y a toujours au Burkina Faso, il y a la nuit du reggae. Toujours à Ouaga, il y a les Marley d'or. On décerne des distinctions des Marley aux artistes reggae en Afrique. Au Mali, il y a Corée Reggae Festival aussi, avec une dame Mam. Il y a aussi Reggae City, toujours à Bamako. Reggae, c'est annuel, c'est fréquent. Justement, on a là. Il y a certains qui ont du mal. La programmation, il faut éviter aussi, ce soleil, d'en faire essentiellement une programmation nationale. Donc, si on a des artistes qui viennent d'ailleurs, c'est hyper bon. Donc, en Afrique, en tout cas, les gens se battent pour vraiment valoriser le maximum le reggae. La Côte d'Ivoire, en tout cas, ils ont beaucoup d'artistes qui ont décollé, c'est une réalité. Alpha, Tikendia, Fadalde, Beta Simon, Tangarai Speed Goda, Solo Jagunt. C'est des artistes qui ont vraiment décollé. Maintenant, ils ont une certaine renommée, même nationale et même internationale. Donc, le reggae sénégalais a du mal à décoller. C'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Il faut éviter surtout d'être orgueilleux. Si on totalise les cassettes ou les albums sortis, on n'a pas un certain nombre. Pour parler des festivals qui existent, vous avez vu combien de festivals on a. Amala a parlé de Thomas Sankara avec sa politique, mais la politique culturelle de Yaya Jammeh aussi
accordé une importance particulière au reggae. Ça, c'est Yaya Jammeh qui a facilité la venue en Gambie de beaucoup d'artistes jamaïcains. Beaucoup d'artistes jamaïcains. Tout est question de moyens. Moi, j'ai fréquenté plusieurs éditions d'Abi Reggae, mais ils ont des moyens avec un ministre, Moussa Dosso, même si c'est vrai que derrière Moussa Dosso, il y a une autre personne, ce n'est pas la peine que je donne son nom ici, mais c'est Moussa Dosso en tant que ministre qui gérait Abi Reggae. Et on a pu voir là-bas Yoroy avec beaucoup de succès. Ça m'a surpris ce jour-là. Yoroy a laminé tout le monde à Abidjan. Adjaman était là, Mouta Barouka était là-bas. Mais Yoroy a eu un succès. Franchement, on en a parlé le lendemain parce qu'on est dans le même hôtel. Quand il chantait, c'est tout ce public qui était là, composé de jeunes, n'était pas encore né. Mais jusque-là, je me pose la question, pourquoi Yoroy a eu autant de succès à Abi Reggae? Voilà, donc c'était juste apporter un plus en tant que modérateur. Avant de donner la parole au public, merci d'être venu encore une fois. Alassane Bey, Alassane, on va vous donner peut-être 5 à 10 minutes pour présenter cet ouvrage, le reggae chronique d'une musique magique. Voilà, c'est lui l'auteur, il va dire 2 mots, justement, avant qu'on donne la parole au public pour aller vers la fin de cette conférence quand même. Encore une fois,